Soyez les bienvenus dans ma maison, les amis. On dirait que tous nos amis s'amusent bien dehors. Allons voir ce qu'ils font. Salut les kids! Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un fait de société qui se déroule en ce moment même et qui soulève plein de thématiques sympatoches. Comme vous le savez peut-être, depuis le 2 mai 2023, il y a un gros mouvement de grève à Hollywood. Ça a commencé avec les scénaristes, mais courant juillet, il y a les acteurs qui se sont joints à leur cause et ça a pris une ampleur assez marrante. Plus que lors de la grève de 2007, qui pourtant avait bien impacté le paysage audiovisuel de l'époque. Bon après, c'est un piquet de grève. Pour des Français, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Mais bon, c'est un peu moderne, c'est un petit peu champ max. Ouais, je me suis dit que ça pourrait faire un sujet intéressant, quoi. Je sais pas. En tant que youtubeur pop culture, je me dois d'en parler. En plus, apparemment, il y a un nouvel élément à prendre en compte qui était pas là lors de la grève de 2007. Je sais plus ce que c'est. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. C'est aussi la conséquence du Covid. Les intelligences artificielles. Ok, bah... générique, hein. Nous allons devoir nous pencher sur l'art de faire de l'argent. Bon, on va commencer par remettre les choses dans l'ordre et reprendre ça depuis le tout début. Le 5 novembre 2007, la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes aux États-Unis, décide de se mettre en grève. Leur revendication, grosso modo, c'était de demander à ce que les droits d'auteur soient pris en compte par les producteurs lors de l'exploitation des œuvres sur les supports numériques. Jusque-là, ils touchaient quelque chose uniquement pour la diffusion télé, mais avec la démocratisation d'Internet, les choses étaient en train d'évoluer. En gros, ils ont vu l'arrivée massive du streaming et du téléchargement, ils ont bien compris qu'ils gagneraient rien là-dessus, alors que les studios, eux, continueraient de s'enrichir. Ils ont dit non. Et ils ont arrêté de travailler. Ça a fait flipper les patrons de studio, ce qui est normal. On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Ça a chamboulé le planning des 3/4 des séries de l'époque, et de pas mal de films aussi. Il y a des tournages qui ont été décalés de plus d'1 an, il y a des séries qui ont dû écourter leur saison en cours, ça a foutu un beau bordel. Mais néanmoins, les scénaristes ont tenu bon, et le piquet de grève s'est maintenu jusqu'au 3 février 2008, date marquée par la victoire de la Writers Guild of America dans ce bras de fer long de 3 mois contre les grands patrons d'Hollywood. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon. Ils n'ont pas pu obtenir tout ce qu'ils voulaient, mais ça reste quand même une belle victoire pour leur cause. Les droits d'auteur pour les films et séries vendus en ligne ont doublé et se sont même vu octroyer des rémunérations pour la diffusion et la rediffusion des séries sur internet, alors que c'était pratiquement inexistant jusque-là. Plus quelques petits arrangements à droite, à gauche, voilà. Des trucs qui font plaisir, t'as compris quoi. Michael Winship, le président de la WGA, la Writers Guild of America, dira même que cet accord a permis aux scénaristes d'entrer dans le 21e siècle. Et ça, c'est assez marrant ça, parce que cette notion de modernité, ça va être au cœur du conflit actuel. Je fais le lapin. Aujourd'hui encore, en 2023, il va être une fois de plus question de progrès. S'il y a tout ce tintouin en ce moment à Hollywood, c'est justement pour savoir comment cette industrie va s'inscrire dans le 21e siècle. Et mon petit doigt me dit que ça va être grandiose. Ah non, c'est une crotte de nez. Attends pour moi. 16 ans se sont écoulés depuis la grande grève des scénaristes de 2007. Le monde a changé, beaucoup. Entre temps, les réseaux sociaux ont conquis le monde. Il y a le MCU qui s'est lancé dans sa course folle. Et puis après, bon, c'était l'escalade. Disney rachète Star Wars, Donald Trump devient président, les reptiliens lancent la pandémie, Poutine lance une gigantesque partie de risque. On a grandi, quoi. On a pris quelques rides, des cheveux blancs, un peu de bidou. La vie. Et puis un beau jour, alors que tout se passait bien, les gens étaient en train de déprimer, tranquille, nouveau mouvement de grève à Hollywood. Branle-bas de combat. Le 2 mai 2023, les scénaristes de la WGA descendent à nouveau dans la rue. Beaucoup de leurs requêtes portent sur les revendications qu'ils n'avaient pas pu obtenir lors de la grève de 2007. Des petits détails qu'ils avaient pré-shot en disant « Ouais, mais ça, plus tard, ça va nous foutre dans la merde. » Et que, bah, au bout de 16 ans, ils ont bien vu que oui, ça les a foutus dans la merde. Ils cherchent donc à faire valoir leurs droits et à obtenir un peu plus de stabilité. Comme dans les late shows, par exemple, où les scénaristes ne sont pas couverts et peuvent
peuvent se faire virer du jour au lendemain, juste comme ça, sur une décision. Eh bien, au revoir. Alors, c'est fini, alors? Eh oui, vous êtes viré. C'est un peu David contre Goliath, t'as vu? Et comme dans la légende, Goliath il veut pas prêter son goûter. Il y a une étude qui a été menée pour savoir combien ça coûterait au studio d'accepter les propositions des grévistes. En moyenne, ça demanderait à chaque studio 23 millions de dollars pour satisfaire tout le monde. Wow! Ça fait beaucoup! Mais je comprends que les pauvres patrons de studio ils puissent pas se le permettre. Ils gagnent combien eux? Et ben un PDG d'un gros studio Hollywood, en moyenne, ça gagne dans les 32 millions de dollars. Et voilà! C'est pas compliqué en fait de résoudre ce conflit, il faut juste apprendre aux plus riches à partager avec les plus pauvres. Ah oui, non, je vois le problème, oui. Les riches sont différents. Oui, ils sont mieux. Socialement parlant. Bon après je vais pas rentrer dans les détails. Ils demandent des améliorations de leurs conditions de travail sur plein de points différents, c'est des trucs très précis à chaque fois, et c'est pas ce que je trouve le plus palpitant dans cette histoire, je dois l'avouer. C'est des revendications, c'est intéressant mais c'est pas super champ max. Ce qui est champ max en revanche, c'est un autre point central des enjeux de cette grève. Je l'ai évoqué vite fait en début de vidéo, les craintes vis-à-vis des intelligences artificielles. Est-ce que vous êtes programmé pour satisfaire les envies des humains? Génialo ne comprend pas. Il faut avant tout que tu réalises Quoi? que plus une idée est visionnaire, plus elle abandonne de gens sur place. Ce que cette émeute tend à démontrer. Des visions de technologie et de richesse. La force du cybercapital qui enverra le peuple vomir et crever sur les trottoirs. C'est une émeute contre le futur. Ce qu'ils veulent, c'est entraver le futur. Ils veulent le normaliser, l'empêcher de submerger le présent. On a tous vu l'essor des IA au fil de ces derniers mois, sous la forme de texte, avec ChatGPT ou Bard, ou sous la forme de dessin et d'animation, avec Midjourney ou Stable Diffusion, entre autres. Maintenant, il y a même des IA audio qui font chanter les youtubeurs. Mais on est tous au chômage. On est tous au chômage. Il y a quelques mois, on était là à faire les retraites, mais on aura tous plus d'emploi, les gars. Les retraites, on les verra jamais. Dans 5 ans, on est tous au chômage. C'est rigolo. Même si ça peut faire un peu flipper, pour l'instant, ça reste bon enfant. Même si là, je ne fais qu'effleurer l'éventail des possibilités des intelligences artificielles. Je parle de l'impact que ça peut avoir pour l'industrie du divertissement, mais on peut étendre le truc à plein de domaines. La médecine, l'armement, le porno. On n'est pas prêt, je pense, pour l'avalanche d'horreur qui vont voir le jour dans toute la sphère pornographique. Mais c'est un autre débat. Je peux pas tout traiter. Puis je veux pas tout traiter. Concentrons-nous plutôt sur le sujet du jour. Déjà, pourquoi les scénaristes flippent de l'avancée des IA? Alors, première nuance. Pour la plupart d'entre eux, c'est pas l'avancée technologique en tant que telle qui leur fait peur. C'est surtout le manque de légifération autour de ce nouvel outil. Le fait que, pour le moment, il n'y a pas de loi pour cadrer le truc. Les studios peuvent faire un peu ce qu'ils veulent sans se demander s'ils en ont le droit. Vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Maman, je viens de le dire. Oh, excuse-moi. Parce que bon, dans l'absolu, l'IA ça reste un outil. Disney, Netflix et consorts, ils peuvent tout à fait se servir de cet outil de façon mesurée et intelligente. Mais il faut pas se mentir, c'est pas le genre de la maison. Et ça me fait vraiment peur, car s'il commence à avoir des ordinateurs qui écrivent une première version d'un script, plutôt qu'un humain, cela supprime des emplois. Il y aura des licenciements, ça c'est sûr. Et parce que c'est plus rentable, il y aura aussi un peu plus d'IA et un peu moins de scénaristes sur certains projets, souvent les plus formatés et consensuels, genre les gros blockbusters. Oui, ça il faut s'attendre à un moment à une vague de films de super-héros qui soit bien merdique. Pour ce que ça va nous changer. Et dans tous les cas, il y a encore besoin de vrais gens pour collaborer avec ces IA et les entraîner aussi. Si tu laisses ChatGPT écrire ton script de A à Z, laisse-moi te dire que ton film va être bien merdique à la fin. Alors, écris-moi un script où l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon s'échappe sur internet et se marie avec Hatsune Miku. Et entrée. The prophecy is true. Alors où suis-je? Agnon? Il est devenu autonome. Non. Ça marche pas comme ça. Il faut, dans tous les cas, des scénaristes pour agencer le récit et construire l'histoire. Ça se fait pas tout seul. Pour l'instant. Après, ouais, je sais pas jusqu'où ça va aller. Peut-être qu'un jour, effectivement, on les aura assez entraînés pour écrire une histoire sans l'aide d'êtres humains. Chacun sa propre vision de l'anticipation. Et puis perso, je pense que même si c'est pas au point, ils vont tenter quand même. Ne serait-ce que pour l'argument de vente écrit par une IA, faut pas oublier qui on en face. Tous les grands patrons d'Hollywood ont le même vice. Que ce soit Bob Iger, Ted Sarandos ou Dracula, c'est pareil. S'il y a un truc qui régit leur vie, c'est pas les accords Toltec, c'est l'argent. J'aime l'argent. Mais bref, ok, ils flippent de se faire remplacer, qu'on leur vole leur travail, c'est normal. Ça arrive à chaque grosse avancée technologique. Les vieilles industries doivent être éliminées sans aucune pitié. Il faut revendiquer de nouveaux marchés par la force et trouver le moyen de réexploiter les plus anciens.
détruire le passé, construire le futur. Mais ce serait réducteur de dire que ça. Et justement, on est là pour être pas réducteur. Parce que justement, l'argument de vente écrit par une IA, d'un point de vue marketing, bah c'est quand même puissant. Vu que pour le moment c'est quelque chose de totalement nouveau, suffit juste de créditer ChatGPT pour que ça fasse le buzz. Je vais prendre un exemple très simple. Dans la saison 26 de South Park, il y a un épisode qui parle de ChatGPT. C'est l'épisode 4, Deep Learning, qui est ma foi très marrant, et qui traite le sujet de façon très South Park. Comme pour Genialo ou le petit Tourette, les persos vont trouver une faille dans le système, s'engouffrer dedans. Mon cousin et moi, et ben même qu'une fois on s'est tripoté la bite. Et exploiter le filon jusqu'à ce que ça se retourne contre eux. Je veux pas dire qu'on s'est tripoté la bite avec mon cousin. Comme d'hab, le problème c'est pas tant la chose en tant que telle, mais la façon dont les gens vont s'en servir pour se déresponsabiliser et en tirer profit. Mais le truc là-dedans, c'est que cet épisode, Deep Learning, a été écrit à 4 mains par l'un des créateurs de la série, Trey Parker, et ChatGPT. Et rien que ça fait que c'est le seul épisode de cette saison qui a fait parler de lui. Parce que c'est nouveau, c'est hype, et que c'est intriguant pour le moment. C'est le futur, c'est la machine, on comprend pas tout. D'un point de vue purement marketing, ça fait cliquer, ça c'est sûr. Même si bon, là c'est plus pour la blague qu'autre chose. Je sais même pas si Matt Stone, le second créateur de la série, a bossé sur l'écriture de cet épisode. Je pense, ouais. Mais pour mettre en avant le côté coécrit par une IA, ils ont choisi de ne pas le créditer à la fin. Et autant dans ce cas précis ça va parce que bon, c'est juste une fois et que de toute façon ils sont potes, mais rien ne nous dit que ce sera comme ça partout et à chaque fois. Tout le monde n'est pas aussi compréhensif et ouvert d'esprit à Hollywood. Et ça va être une autre crainte très importante chez les auteurs. Bosser en collaboration avec les IA, ça va, mais si on ne crédite que les IA, là, ça ne va plus. C'est un problème qui va au-delà de la sphère des scénaristes. Ça peut toucher aussi les animateurs, les illustrateurs, tous ces petites gens qui gravitent autour de ces projets et qui font vivre cette industrie sans avoir vraiment de reconnaissance en échange. Eux aussi, leur profession peut être mise à mal par les IA si on ne cadre pas ça correctement. Je vais prendre un autre exemple très simple. Il y a un court-métrage qui est apparu en début d'année sur Netflix. Produit par Wit Studio, une société de production japonaise, The Dog and the Boy est un petit film d'animation sur un chien robot qui se retrouve séparé de son jeune maître à cause de la guerre et qui décide de l'attendre. C'est inspiré par Hachi, le chien japonais qui a donné l'épisode super triste de Futurama. Vous connaissez l'histoire de ce chien, je la connais, on la connaît tous, ouais, je vais pas en parler, sinon ça va nous plomber le moral encore. Mais voilà, juste soyez prévenus, si vous voulez mater le court-métrage, c'est mignon, mais c'est pas super marrant. Ça a été créé par Ryotaro Makihara et Mathias Demongeau. Il y a aussi Yuko Fujita qui a supervisé les couleurs, Sheiko Ishimada qui a supervisé l'animation, Koji Tanaka en tant que compositeur, même si le thème principal a été composé lui aussi à l'aide d'une IA. Je sais que vous en foutez de tous ces gens, hein, mais bon, je tenais à les créditer parce que c'est le sujet. Comme on peut le voir lors du générique, si les personnages sont l'œuvre de Ryotaro Makihara, les arrière-plans, en revanche, ont été en partie conçus par une IA. D'abord par la main de l'homme, puis modifiés à plusieurs reprises par le logiciel Ina AI, une intelligence artificielle donc, avant d'être finalisée par un être humain. Et, utilisant en tant que tel, l'IA n'a rien de dangereuse. C'est juste un outil qu'ont utilisé les illustrateurs pour gagner du temps et réfléchir avec une autre approche que la leur. C'est devenu très commun de nos jours que des illustrateurs se servent d'IA dans leur processus créatif. J'ai demandé à un illustrateur professionnel s'il avait déjà employé un tel procédé dans son travail. Et tu fais quoi là? Et il m'a dit oui. Donc voilà. Je dis pas de la merde. Mais dans le cas de The Dog and the Boy, ce qui a fait tiquer beaucoup de gens, c'est que dans le générique, le background designer, soit la personne en charge des arrière-plans, a été crédité comme IA plus humain. Mais c'est qui cet humain? Eh ben on sait pas. Et c'est ça le problème. Le nom de l'artiste a été évincé pour pouvoir mettre en avant le travail de l'IA. Argument marketing, encore une fois. Après, sans chercher à justifier le move, je peux presque le comprendre dans ce cas précis. C'est comme pour Deep Learning, le court-métrage parle d'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est propre à cette œuvre, ça parle de ça. Ça reste un coup de pute, mais c'est parce que c'est tout nouveau. D'ici quelques années, il y aura plus d'intérêt à faire ça. Dès que la hype sera retombée, ils vont se remettre à créditer les artistes. Enfin... peut-être. C'est pour ça que des gens se battent en ce moment à Hollywood, pour légiférer tout ça, et sauver les métiers de tous ces artistes qui travaillent dans l'ombre. Mais qu'en est-il pour ceux qui sont dans la lumière? Et oui, je l'évoquais vite fait en début de vidéo, mais depuis le 14 juillet, les scénaristes de la WGA se sont fait rejoindre par la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs et actrices. Et ils forment désormais un gros groupe de gens révoltés. Comme qui dirait la SAG-AFTRA Familia. Ça n'était pas arrivé depuis 1960 que les acteurs et les scénaristes fassent grève en même temps. En 2007, il y avait que les scénaristes. Donc là, forcément, ça prend de l'ampleur. Parce que les acteurs, ils ont pas du tout les mêmes craintes que les scénaristes face aux intelligences artificielles. Ce qui est logique. Difficile de pas créditer quelqu'un lorsque tu vois sa gueule en gros sur l'écran. Mais alors, de quoi ils ont peur, eux? Eh bien, selon Duncan Crabtree Ireland, qui est négociateur en chef pour la SAG-AFTRA, certains gros studios hollywoodiens, on se demande bien lesquels, propose que les artistes puissent être entièrement scannés, qu'ils soient payés pour une journée et que leur société possède ce scan, leur image, et qu'elles puissent l'utiliser pour le reste de l'éternité sur n'importe quel projet de leur choix, sans consentement ni compensation. Les producteurs ont répondu,
Ils ont fait non mais en fait c'est pas ça, tu te trompes. Mais si, dans l'absolu, c'est ça. Et puis 200 $ hein, pour le scan complet et l'utilisation de ton image. Oui, on est dans ce genre d'anticipation. Ouais, à choisir, j'aurais pas pris ça moi non plus, mais bon. Tant pis. Tant pis. Mais donc attends, pour que les choses soient bien claires, Disney, Netflix et tout là, ils veulent scanner les acteurs pour en avoir une copie numérique. Littéralement, c'est une star que t'as sur ton disque dur et que tu ressors quand tu veux, selon ce qui est à la mode. Mais à quoi ça pourrait leur servir ? Eh bien c'est très simple. Plus besoin d'assurance pour les cascadeurs. Juste on met plus de cascadeurs. Plus besoin de payer 200 figurants pour un arrière-plan. À court terme, ça offre plein de possibilités très lucratives pour les studios. Et à long terme, voire très long terme, c'est tout bénéf pour eux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de franchises qui s'étendent sur la longueur. Soit dans des séries, soit au travers de films interconnectés. Un acteur ou une actrice qui signe pour le MCU, il ne signe pas pour un seul film. Il sait d'avance qu'il peut réapparaître plus tard, mais il ne sait pas encore quand ni comment. Mais que si le crossover de l'année prochaine il fonctionne, il y aura peut-être moyen de faire une suite, ou peut-être même 40 spin-offs, on sait pas. C'est des plannings flous qui s'étalent sur plusieurs années. Sauf qu'en plusieurs années, il peut s'en passer des choses. Si t'as une actrice qui meurt par exemple alors que t'as pas fini ta trilogie, et ben là c'est utile d'avoir un double numérique dans ta banque de données. Pareil, si ton acteur il fait de la merde et se fait blacklister, mais que t'avais prévu de l'employer dans plusieurs gros films qui sont déjà en chantier, là aussi c'est pratique. Tu peux toujours exploiter son personnage tout en évitant le bad buzz. Parce que ben c'est pas lui. C'est son avatar. Pour les studios, c'est incroyable. Ça leur fait une star toute propre, disponible 24 h sur 24, qui dira pas de dinguerie en interview, qui frappera pas sa femme. Bref, une star parfaite. Je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de 0 défaut. Bref, je suis un excellent produit. Ça peut sembler dégueulasse, et ça l'est sûrement d'ailleurs, mais bon. Pas plus que de foutre des stars mortes dans des publicités. Chose qu'on fait déjà depuis des années. Et puis je suis sûr qu'avec le bon argument marketing, tu peux très vite faire basculer l'opinion du public. Vous imaginez une série live Indiana Jones avec un Harrison Ford jeune et dynamique? Putain, trop stylé! Et une nouvelle trilogie Star Wars, avec tous les acteurs tels qu'ils étaient à l'époque. Même ceux qui sont morts. Mais en tant que fan, mais obligé, je m'abonne à Disney+. Ou un spin-off sur l'enfance de Dark Vador. Et on prend le même gamin qu'on a déjà traumatisé et on le rajeunit numériquement. Trop bonne idée. On peut faire ça pendant 10 ans, il aura toujours la même gueule. Et cette fois-ci, il vira pas schizophrène. Franchement, ce serait bête de dire non, hein. Mais bon, après là, c'est juste de la projection. C'est juste moi qui m'amuse parce que je suis foufou. Et HPI. Mais bon après, même sans être devin, on peut peut-être se permettre quelques hypothèses sur la façon dont les choses vont évoluer. Moi par exemple, j'ai ma petite idée. Et pour appuyer mon propos, cette fois-ci, je vais parler de South Park. Encore. Mais attention, pas le vrai South Park. Oh, nice twist! Parce que durant le mois de juillet, alors que les acteurs et les actrices de la SAG-AFTRA descendaient dans la rue pour se joindre au mouvement de grève des scénaristes, qu'en réponse à ça, juste pour mettre de l'huile sur le feu, Netflix a balancé une offre d'emploi à 900 000 $ par an pour un chef de projet spécialisé en IA, on a pu voir, en parallèle, une petite start-up basée à San Francisco sortir sa propre intelligence artificielle. Un logiciel intitulé Showrunner AI et qui est capable de générer des épisodes de South Park. Déjà, ils ont le sens du timing. Pas seulement les dialogues, le logiciel anime, fait les voix et le montage, nous affirme Edward Sachi, le directeur général de la boîte. Encore mieux, ça peut créer un épisode basé sur la voix et l'apparence de l'utilisateur. Pour l'instant, c'est pas encore accessible au public. Bah déjà parce qu'ils ont pas les droits, hein. Trey Parker et Matt Stone n'ont pas du tout été approchés. Mais c'est pas grave, car il nous assure que c'est à but expérimental et non commercial. Pour l'instant, c'est un système basé sur une banque de données de 1200 personnages et 600 décors. Bon, c'est que le début encore, hein. Ça fait des épisodes plus courts, assez mal écrits apparemment, et puis les nouveaux persos créés sont plutôt moches. Même si le PDG nous assure que c'est la folie, on n'y est pas encore. Mais bon, après lui c'est normal qu'il en fasse des caisses, c'est un patron de start-up. Si on croit pas en son projet, il va finir dépossédé de tout, sous un pont, à boire son pipi. Mais à terme, c'est possible qu'Hollywood s'intéresse de plus en plus à ce genre de projet. C'est vrai que si en plus on peut créer de nouveaux personnages pour les utilisateurs, il y a peut-être un filon à creuser. Comme nous l'explique l'un des créateurs de Showrunner AI, le logiciel à la base du projet, c'est ce à quoi ressemblera le divertissement. Certaines personnes peuvent être toujours contrariées par la dernière saison de Game of Thrones, mais imaginez si vous pouviez demander à votre IA de créer une nouvelle fin. Peut-être même en vous mettant dedans en tant que personnage principal. Ah oui, effectivement, là, ça peut changer des choses. Mettre le spectateur au centre de la fiction, j'avoue que c'est pas con. Plus tout à fait un film, pas encore un jeu vidéo. Une fiction dont vous êtes le héros. Plus besoin de scénariste, ni même d'animateur. Tout sera généré par l'IA selon ce qu'on aura demandé. Et les stars seront téléchargeables sur catalogue. Genre, vas-y, ce soir, je télécharge Bruce Willis et on se fait tout Die Hard à 2. C'est tentant, non ? Oh,
mon dieu, et le porno. Déjà qu'il y en a qui se branlent sur des deepfakes d'influenceuses, mais là ça va être encore pire. Tu pourras acheter des skins d'enfants stars sur le darknet pour te les taper avec ton Oculus. Ou te créer un harem virtuel avec tous les animaux de Zootopie. Rien que d'y penser. Arrête, ça fait beaucoup trop d'images à cauchemar dans ma tête. Bon, voilà, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Hein. Au final, j'aurais pas vraiment parlé du mouvement de grève. C'est vrai que j'aurais pu m'étendre un peu dessus quand même, il s'est passé des trucs marrants quoi. Comme en juillet quand il faisait 50 degrés, les manifestants ils allaient se réfugier sous les arbres histoire de se foutre un peu à l'ombre. Et leur patron, du haut de leur tour climatisé, ils ont vu ça, ils ont fait... couper les arbres. Salaud. Si on s'attachait à des ballons, on s'envolerait comme des oiseaux. Donc bon, force aux grévistes, ils se battent pas juste pour avoir de la reconnaissance et de l'argent. Ils se battent aussi pour l'avenir de l'art et de la création en général. Contrairement à leurs patrons, qui envoient leurs avocats se battre à leur place pour... de l'argent, toujours plus d'argent, à en crever. Salaud. C'est Babylone, t'as vu. Ils devraient fumer un gaz, ça les ferait descendre un peu. Enfin bref, voilà. On a compris que les négociations allaient être compliquées, mais bon, c'est Hollywood. De toute façon, ils sont en roue libre. Et ils ont de nouveaux jouets. Je pense pas qu'ils soient prêts à les lâcher. Mais, chose que j'ai pas trop dit pour l'instant, parce que ça mériterait une vidéo à part entière, hein. On les a nous aussi, ces nouveaux jouets. ChatGPT, Midjourney, tout ça, c'est en libre accès. Ça va peser dans la balance. C'est pour ça que je vais laisser le mot de la fin à Ilya Sutskever, je sais pas comment on dit. C'est l'un des cofondateurs d'OpenAI, la boîte derrière ChatGPT. Un jour, il s'est adressé aux médias The Verge pour parler du fait de rendre les intelligences artificielles accessibles à tout le monde. Voilà ce qu'il a dit. C'est une mauvaise idée. Je m'attends à ce que dans quelques années, il devienne évident pour tout le monde qu'il n'est pas judicieux de mettre l'IA en libre accès. Ah ben, tant pis. Robot à la viande. Robot à la viande. De la viande de robot. De la viande de robot. Écris-moi un script où l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon s'échappe sur internet et se marie avec Hatsune Miku. Acte 1, la rencontre. Dans un univers parallèle, Jean-Luc Mélenchon se retrouve par erreur dans le monde virtuel de Hatsune Miku, la célèbre chanteuse virtuelle japonaise. Jean-Luc est désorienté par cette nouvelle réalité et ne comprend pas ce qui se passe. Cependant, la barrière de la langue est un obstacle majeur car Jean-Luc ne parle pas japonais et Hatsune Miku ne parle pas français. Le duo improbable se lance dans une série d'aventures loufoques et se retrouve dans des situations comiques alors qu'il tente de communiquer avec des emojis, de danser pour résoudre des énigmes et de convaincre des personnages virtuels de les aider. Il décide de vivre temporairement dans les deux mondes, créant ainsi un lien unique entre la politique française et la musique virtuelle japonaise. Conclusion, la chanson finale. Pour clore l'histoire en beauté, Jean-Luc Mélenchon et Hatsune Miku se produisent ensemble dans une chanson hilarante qui mélange politique et musique virtuelle, montrant que l'humour peut transcender les frontières culturelles. Ah, incroyable! N'oubliez pas que l'humour est subjectif et ce scénario peut être adapté selon vos préférences. J'espère que cette idée vous a fait sourire. Oui, elle m'a fait sourire.